de ce panel et qui sera également le porte-parole du jour du collectif Parlons Poésie. C'est ça. Du Centre culturel des Senghor, mesdames et messieurs les panélistes, chers poètes et slameurs, honorables invités, recevez mes salutations les plus respectueuses et chaleureuses en ce jour mémorable qui marque la 5e édition des rencontres annuelles de Parlons Poésie. Permettez-moi de vous exprimer à travers ce discours toute ma joie, toute ma reconnaissance pour le plaisir que j'ai d'avoir été choisi parmi tant d'autres membres pour vous présenter le discours d'ouverture de cette rencontre hautement littéraire, artistique et culturelle. Mesdames et messieurs, Parlons Poésie est une initiative du poète saint-louisien Fara Ndiaye qui, de par son génie, son esprit créatif et son altruisme, a transformé un groupe WhatsApp qu'il avait créé en décembre 2016 en un univers artistique où les membres qui s'y côtoient poétiquement depuis des années ont surpassé les limites du virtuel pour devenir une véritable famille. Ainsi, Parlons Poésie offre un cadre d'échange et d'entente à tous les passionnés des belles lettres et tente par tous les moyens de démocratiser la poésie. Dans sa logique de promouvoir la culture de la paix, la solidarité, l'amour entre les peuples et le tourisme local par le biais de la poésie, le collectif a coutume de se réunir chaque année dans un endroit du Sénégal pour échanger autour d'un thème et de revivre l'art à leur manière à travers des déclamations de poèmes, de slam et de contes dans une atmosphère de communion et de béatitude. Nous avons démarré les rencontres en août 2017 avec le premier revenant slam à la place du souvenir africain. Depuis lors, nous avons marqué des lieux comme Poponguine, Kandoul, Foundiougne, Saint-Louis et aujourd'hui nous nous retrouvons encore à Dakar. Cette année, la rencontre du collectif à Blaise Senghor est plus qu'un sacerdoce. C'est un devoir qui nous interpelle à faire promouvoir et à prévaloir les lettres en général. À titre d'exemple, nous pouvons citer notre regretté ami, Feu Abdourahmane Dabo, plus connu sous le surnom de Alfaro, et à son âme. Il a été champion du Sénégal, ensuite champion d'Afrique de slam poésie. Après lui, Moïse Mara a repris le flambeau en devenant à son tour champion du Sénégal de slam poésie. Sans oublier Elhadji Ndongo Thioye, lauréat de la première édition du concours Sénac national du livre, Zakaria Sall, lauréat du prix international, Léopold Sédar Senghor, la liste est longue. C'est pour vous dire qu'il y a des talents dans Parlons Poésie et les institutions en charge de la promotion du livre et de la lecture doivent avoir plus de considération envers cette association et ses membres d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, les poètes sont des humanistes. Ils ont un cœur noble, un talent chouchouté et un comportement avéré. Ils sont sensibles aux moindres gestes. C'est la raison pour laquelle le collectif, par le biais du poète Djibril Diène, a porté le projet Parlons Poésie sociale. Ce sont des cotisations mensuelles dont le but est d'aider et de soutenir les membres dans certaines circonstances de la vie. Baptême, mariage, décès ou en cas de maladie grave. Ce qui montre que l'union fait la force et que les belles paroles seulement ne beurrent pas les épinards. De fil en aiguille, le collectif a publié 2 anthologies à la maison d'édition Maître du Jeu. De Cris et d'encre en 2018 et Élégie des semeurs d'Afrique en 2019. Parlons Poésie continuera avec d'autres innovations de taille
pour servir et faire vivre la littérature dans sa généralité, car l'expertise et l'engouement sont déjà là. Éventuellement, nous serons toujours, comme le dit Baudelaire, semblables au prince des nuits, pour en sorte que l'ineffable nous devient familier tout en gardant ses racines fabuleuses. En chercheur d'éternité, comme dirait Marouba Fall, assoiffés de soleil, nous sommes à la quête de l'essentiel. Empruntant à Paul Valéry pour dire enfin que notre souffle, notre discours, notre poésie est l'ambition d'un discours qui soit chargé de plus de sens et mêlé de plus de musique que le langage ordinaire n'emporte et n'en peut sortir. Avant de terminer, j'aimerais vous offrir ce que Job disait dans son ouvrage intitulé La main au diable. Je cite: le laboureur en sémant son blé sache qu'il travaille à l'œuvre de vie et non qui se réjouisse de ce que la mort marche à ses côtés. Pour terminer, nous ne ferions que reculer ces mots de rappel, de bienvenue, sans remercier tout le bureau exécutif du collectif et notamment l'ensemble des membres pour le travail, la constance et l'amour dans le partage au service de Parlons Poésie. Ainsi, résolument tourné vers demain, le collectif Parlons Poésie, à travers ma voix, vous souhaite une très belle rencontre. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Seck, pour ce très beau discours, empreint de sagesse et d'émotion. Alors, avant de passer, qu'il me soit permis de saluer celle qui est la mère et la grand-mère de plusieurs générations de littéraires, ma très chère Madame André-Marie Gagne. Alors, nous allons, avant de commencer, donner la parole à Gérard Gagne, le poète que nous venons de Joanne, qui est une terre de poésie.
Autorité intellectuelle que messieurs me permettent de commencer par ma gauche, présenter Madame Fatimata Diallo Ba, professeure de lettres classiques, romancière, auteure d'écrits sous la peau et de Les Rouges Silences. Également, maître Diana Sanidako, avec qui nous avions partagé les jurys cette année dernière, et qui est l'auteur de Chrysalide. Également, monsieur Norodou Kamara, qui est analyste littéraire, novelliste, qui est correcteur et membre de plusieurs jurys littéraires. Également le poète MC, prof de lettres, auteur des monologues du silence et de Dans et d'écho, qui est finaliste du Sénat de cette année. Alors, le thème porte sur le génie littéraire. Qu'il soit ou force inspiratrice, ou bien un travail continu sur l'œuvre. Ce qui ramène à la problématique de l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? D'où vient l'écriture? Pourquoi l'écriture? Ce qui automatiquement nous ramène à la problématique du langage. Le langage est-il un don pour l'humanité ou bien a-t-il été une punition? Nous nous souvenons du chapitre de la dispersion du langage dans le chapitre 11 de la Genèse, verset 9. Quand l'humanité voulut ériger une tour et militer contre les intentions de Dieu, Dieu a dispersé le langage et chacun ne comprit plus la langue de l'autre. Donc cette dispersion du langage a donné cette tentative perpétuelle d'aller à sa source. Paul Éluard disait que le poète va à la source du langage. Mais ce langage-là, il est essentiel, il est adamique. Cette tentative de retrouver le langage adamique, ce langage qui a été à la source de la création. Le soi premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il s'agit soit d'un travail d'inspiration. Bienvenue au professeur Wariba, qui était le président du jury de cette année. Donc, soit un travail d'inspiration, donc le poète subit, l'écrivain subit
Ronsard disait qu'il y a une fureur qui fait à la fois un poète, à la fois poète et prophète. Et donc il subit. Soit c'est quelqu'un qui travaille, qui sculpte l'hymne cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans un bloc résistant. Donc soit c'est un professionnel du langage qui travaille sur le langage, ou bien il subit les mots, et donc c'est un travail du langage. Et je pense que c'est Claudel qui disait que ce ne sont pas les mots qui créent l'Iliade, mais c'est l'Iliade qui crée les mots. Donc ces chers intellectuels et brillants penseurs vont nous donner, ou bien tenter de nous donner, parce que Francis Ponge disait que tout reste à dire, une série de réflexions et de réponses sur ces interrogations cruciales et essentielles de l'humaine condition. Alors permettez que nous commencions par ce mot de Camara qui va introduire sur le thème avant de poursuivre. Parce que déjà, je vais m'appeler un peu sur la conjonction de coordination. Dans le titre de notre rencontre, après le où, je me suis dit, est-ce que ça ne pourrait pas être le et de la conjonction de coordination? Parce que le génie créateur, qu'il soit très important, mais à lui seul, est-ce qu'il peut faire l'affaire? Parce qu'on a l'habitude de dire, en matière d'inspiration, il y a 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et qui dit transpiration, dit une large part de travail sur l'œuvre. Parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais essayons au moins d'être perfectibles. Parce que certains grands écrivains que l'on pourrait qualifier de génies, comme les Victor Hugo, les Balzac, les Tolstoï, étaient de grands écrivains. Mais ils effectuaient un travail très important sur le langage. Il ne se suffisait pas seulement d'écrire comme ça, mais il se remettait chaque fois à l'ouvrage. Si on prend le cas de Tolstoï, qui, dans ses différents textes, présente souvent quelque chose comme 10 versions d'une même œuvre. Alors, il faut corriger, barrer, retirer, ainsi de suite, supprimer tel passage. Voilà. Tout ça pour le souci de perfection. Ouais. Parce que ce serait trop facile de dire que bon, nous sommes tous des génies. Quoi. Bon, mais il est vrai que le génie donne à chacun de nous, mais il faut savoir le réveiller, le mettre en action. Et pour moi, le mettre en action, cela suppose beaucoup de recherche, beaucoup de lecture. Il faut lire, encore lire, toujours lire. Ouais, parce que la lecture vraiment fait partie quand même des conditions qui soutiennent vraiment l'œuvre de l'écrivain. Parce que José Saramago, le grand écrivain portugais aujourd'hui disparu, disait souvent, on apprend à écrire en lisant les autres. Formule banale de prime abord, mais qui résume vraiment toute la vérité de cette assertion. Parce que il faut lire les autres. Il faut voyager entre différents styles pour retrouver son propre style. Alors, essayer de trouver sa marque de fabrique. Parce que pour moi, tout écrivain est unique. Nous sommes dans le même environnement. Nous sommes animés par les mêmes réalités. Mais là où c'est important, c'est ce qui différencie le poète, par exemple, du citoyen lambda. Le poète ne s'arrête pas, il s'arrête le citoyen lambda. Il faut qu'il aille au-delà. Alors, grâce à ce que j'appellerais des antennes intuitives,
Parce que le poète, il perçoit des choses que le commun des mortels ne perçoit pas. Donc son travail est vraiment gigantesque. Parce qu'il faut sans cesse se remettre à l'ouvrage, vraiment, corriger, retrancher. Ce que je reproche toujours à certains jeunes poètes et autres, le dit qu'il ne suffit pas d'aligner des vers pour faire de la poésie. Quoi. Et la vraie poésie, si elle est le talent, reste d'elle-même dans la mémoire. Moi, j'ai des poésies que j'ai lues, mais je me suis surpris à réciter les vers de cette poésie. Alors je me dis que vraiment je suis un territoire de poésie. Parce que la poésie, on ne cessera de le dire, c'est le genre majeur, là même de la littérature. Moi je cherche la poésie partout, même dans les romans, dans les nouvelles, Parce que par exemple, pour moi, dans la lecture de roman, ce que je recherche, d'abord, c'est la part de poésie qu'il y a dans ce roman. Il est dommage que ces gens-là ne soient pas bien vendus. Beaucoup de gens sont réfractaires à la poésie parce qu'il n'y a pas d'effort de lecture de leur part. Parce que la poésie, il faut lui ouvrir son cœur, parce qu'il vient du cœur. Et il va au cœur. Donc, il faudrait lui ouvrir son cœur pour mieux la comprendre. Donc, je disais tantôt que le génie créateur dort en chacun de nous. Mais il faut non seulement le réveiller, mais se mettre à une discipline de travail, une discipline rigoureuse. Parce qu'il ne faut pas se contenter, par exemple, du premier jet. Il y a beaucoup de grands écrivains qu'on considère maintenant comme des génies, des Balzac, les Tolstoï et autres. Parce que Tolstoï, il avait souvent 10 textes dans ce roman. Alors, il y a beaucoup de variantes dans ce roman. Par exemple, il corrigeait beaucoup quoi. Jusqu'à atteindre vraiment ce qui le satisfaisait le plus quoi. Même avec ça, la perfection n'est pas de ce monde, mais essayons aussi quand même d'être perfectibles quoi. C'est le plus commencer. Alors, merci M. Camara qui a insisté sur le génie comme élément de synthèse, inspiration et travail. Un travail de perfectibilité, même si le parfait n'est pas de ce monde, il faut toujours une entreprise de correction sur l'œuvre. Je pense que c'est Boileau qui disait « Hâtez-vous lentement et sans perdre de courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois, souvent, effacez. » Donc il y a toujours ce travail de correction qui agit également sur l'inspiration, ou la corrélation entre la lecture et l'écriture dont il est revenu. J'aurai deux questions après sur certains éléments sur lesquels vous êtes revenu. Mais nous allons donner avant cela la parole à Mme Fatimata Dialloba. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Alors, avant de donner mon point de vue sur la question, je voudrais d'abord remercier le collectif, vraiment l'ensemble du monde du collectif, qui pour moi, ce sont mes enfants. Et ils me prennent comme une sorte de maman, un rôle que j'accepte avec beaucoup d'humilité, parce que la plupart d'entre eux sont presque des poètes accomplis. Je ne dirais pas qu'ils sont complètement accomplis, parce que ça ne laisserait pas de place pour la progression. Mais ils sont presque, ils y sont presque. Ils ont des dons. Et il faut qu'ils cultivent le don. Je voudrais également remercier alors ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Moi, c'est toujours un merveilleux souvenir pour moi de venir ici à Bled-Senghor. J'y ai depuis le début. Je n'ai eu que des bons souvenirs. Je crois que le centre culturel de Senghor existait depuis le temps où j'étais élève au lycée Kennedy et où je venais ici m'exercer à la lecture. Et donc saluer le directeur
du centre, ainsi que Foula qui est là depuis pas longtemps, mais qui ne ménage pas ses efforts vraiment pour faire vivre ce lieu. Remercier tous les membres du panel qui sont là, qui partagent ce panel avec moi. Remercier également tous les gens qui se sont déplacés et qui sont venus, qui sont mes amis, Tata Henri, Anna, tout le monde, salut. Voilà, tous les poètes là-bas derrière, grand poète. Et vraiment, c'est toujours une joie de venir ici. Alors, cette question posée sur la force de l'inspiration, sur est-ce qu'il faut du travail, pas du travail, est-ce que l'inspiration suffit, vous y avez déjà répondu finalement. Ce que je veux rajouter, c'est qu'il faut avoir une grande idée de la littérature. C'est une question centrale pour nous aujourd'hui, parce qu'au Sénégal, nous sommes à un moment où nous allons devoir franchir un gap de qualité. Et que pour franchir ce gap de qualité, il nous faut nous mettre au travail. Et que le génie, il y a quelque chose de mystérieux dans le génie. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du compréhensible presque. Il y a quelque chose de l'ordre du mystique dans le génie. Et je pense que s'il est vrai, comme dit un ami camarade, que chacun de nous a une forme de génie en soi, il me semble déjà que la première posture consiste d'abord à faire silence et à creuser en soi. Faire silence et creuser en soi, parce qu'il faut découvrir ce génie. Et ça, c'est un trésor caché au fond d'une multitude de couches. Alors Baudelaire appelait ça l'or sous la boue. Oui, mais il n'empêche que cette boue-là, elle est particulièrement épaisse, surtout de nos jours. Francis Ponge, que vous avez cité, en écrivant le parti pris des choses, disait que derrière les choses les plus banales, vous aviez quelquefois un trésor. Je sais, alors je vous dis ça, je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais en ce moment, j'interroge le bac français. Et beaucoup d'élèves ont étudié un poème qui s'appelle L'huître. Il n'y a rien de moins glamour qu'une huître. D'ailleurs, pour les gens les moins charismatiques, on dit qu'ils sont charismatiques comme une huître. Autrement dit, qu'ils n'ont pas de charisme du tout. Pourtant, quand on ouvre l'huître, qu'est-ce qu'on trouve? Francis Ponge nous décrit la coque extérieure et la coque intérieure comme des cieux, comme des firmaments. Parce que c'est un peu nacré, il y a de la nacre. Et il décrit le corps de l'huître comme une mer. Et quelquefois, dans l'huître, on trouve une perle. Absolument incroyable. Ce sont ces vers de Baudelaire dans Le Soleil. Alors, Le Soleil, c'est un texte de Baudelaire dans lequel, alors, il décrit les méfaits du soleil dans la première strophe, puis dans la deuxième strophe, il décrit les bienfaits du soleil, et puis dans la dernière strophe, il décrit le poète comme une sorte de soleil. C'est-à-dire, le poète révèle le monde. Et il y a ces vers que j'ai relevés. Je vais m'exercer seul à ma fantasque esprit, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois les vers depuis longtemps rêvés. Et il poursuit en osant donc sa comparaison avec le soleil, le poète, tout comme le soleil, ennoblit le sort des choses les plus viles. Alors, moi, ce que j'ai de plus à rajouter, c'est qu'il faut interroger ceux qui sont considérés comme des génies, c'est-à-dire ceux qui ont traversé le temps, ceux qu'on continue à lire encore aujourd'hui. Hein? Et moi, je pense aux grands romanciers du 19e siècle. Je pense à Émile Zola, par exemple. Je pense à tout le travail de documentation qu'il fait. Je pense aux années de recherche qu'il fait avant de se mettre à l'ouvrage, avant d'écrire son œuvre. Je pense à Nana, par exemple.
au travail de documentation qu'il a fait chez les prostituées. Je pense à bien d'autres, à Germinal, le temps qu'il a passé dans les mines pour pouvoir extraire ce qu'il y a de plus intéressant. Je pense également à Flaubert qui disait que les phrases mal écrites oppressent sa poitrine. J'aime les battements de son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il a créé son gueuloir. Et dans son gueuloir, inlassablement, il se répète ces mots jusqu'à ce que le vrai mot apparaisse, jusqu'à ce que le rythme, le tempo, parce que je pense que les textes sont des êtres vivants. Ils vivent et il faut leur découvrir la vie. Il ne faut pas, en écrivant, tuer les mots. Il faut, au contraire, révéler leur polysémie, révéler leur rythme. Dieu, tu parlais de Dieu, de la Bible. Moi, je ne pense pas qu'il nous ait offert le langage comme punition, mais bien au contraire, c'est l'ultime récompense, le Verbe, puisque lui-même a dit que les choses soient et elles sont. C'est-à-dire, c'est dire la puissance du Verbe. Le Verbe crée. C'est le Verbe qui est créateur. Et celui qui détient la puissance du Verbe, celui-là détient véritablement le pouvoir. Il n'y a qu'à voir comment on est capable de manipuler un peuple ou de manipuler le monde à partir des mots. Je vais laisser la parole aux autres parce que je suis tellement passionnée par le sujet que je peux vous parler jusqu'à... Voilà, merci. Merci Madame Fatima Diallo pour cette merveilleuse intervention. Vous êtes revenu sur la littérature comme une grande idée, d'abord, en parlant de la mystique du génie et du texte, la quête de la profondeur à partir du silence, et cette signification continue où le verbe est symbole de création qui fait jaillir de l'obscurité la lumière, avec la métaphore du soleil chez Francis Ponge, chez Baudelaire, qui lui-même disait manier savamment une langue, c'est pratiquer une sorte de sorcellerie évocatoire, la transformation de la boue en or, tout ça. La poésie comme association d'éléments inattendus et fluides, comme chez également les surréalistes de l'image, la métaphore chez André Breton, et l'angoisse de la documentation chez Zola, chez essentiellement Flaubert. Ça vient du cœur, ça nous donne l'envie d'écrire. Et donc, le vrai talent d'un écrivain, c'est de transmettre l'émotion. Parce que les mots que l'on écrit, ils sont vides de sens si vous, après, quand vous lisez, ça ne vous fait rien. Et donc, quand vous pouvez lire des paragraphes, vous dites, bon, c'est bien écrit, mais ça ne me dit rien. Alors que quand vous allez lire un autre auteur, vous allez pleurer. Vous allez dire, ah, mais ce paragraphe-là, ça m'a touché, ça m'a fait penser à moi, je me suis ressenti dedans, etc. Et vous commencez à pleurer. Mais quand on parle de travail aussi, à la base, il y a une idée. Parce que le travail, on travaille sur quoi? On travaille bien sur une idée, sur quelque chose que vous avez écrit. Donc ça vient d'où? Ça vient de vous-même, de votre inspiration. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'écrivains aujourd'hui. Je ne peux pas dire je vais prendre le livre de madame et puis faire comme elle. Parce qu'on n'a pas le même style. Donc d'abord, c'est de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont mathématiciens, qui sont doués pour la science. Puis il y en a comme nous, qui sont des littéraires, et on a tous à peu près le même profil. Professeurs, on est tous professeurs, on est tous des journalistes, on est tous des auteurs, on se retrouve à peu près dans le même corps de métier et dans le même réseau. Et quand vous intégrez le réseau, on se retrouve tout le monde se retrouve tout le temps. Donc on retrouve aujourd'hui madame, dans un an on va retrouver encore madame, donc c'est une famille. Et ça vient d'où? Ça vient d'abord donc de l'inspiration, de l'écriture. Et l'écriture, quand vous écrivez quelque chose, il faut oser écrire déjà. C'est pas de dire pour moi je n'ose pas. Donc c'est déjà vaincre ses propres peurs. Dire je ne serai pas à la hauteur, ce que je vais faire, personne ne va lire. Donc il faut oser écrire tout ce qui vous vient dans la tête. Il y en a qui ont de l'inspiration, par exemple dans un taxi. Il y en a qui ont de l'inspiration la nuit. Il y en a qui travaillent très tôt le matin, donc qui travaillent très tôt le soir. Donc c'est à vous de voir comment l'inspiration vous vient et quand est-ce que vous vous sentez à l'aise pour écrire quand vous êtes en paix.
Moi, par exemple, je sais que j'écris souvent la nuit vers 2h, 3h du matin parce que c'est calme. Mais il y en a, au contraire, qui disent, moi, c'est à 7h du matin, et puis il se fixe des heures pour travailler. Donc, c'est à vous de vous dire comment je vais écrire mon livre, et quand est-ce que je peux l'écrire, quand est-ce que je sens que je suis en état d'écrire de façon à me dire, voilà, je vais écrire ce que je veux. Et quand vous écrivez, une inspiration, on ne parle pas donc de folie, mais on parle d'une inspiration, donc ça veut dire qu'il y a quand même une idée qui est là. Il y a des belles phrases qui sortent. Et après, vous allez voir votre genre littéraire. Est-ce que vous êtes poète? Est-ce que vous êtes romancier? Est-ce que vous êtes, par exemple, ceux qui écrivent des pièces de théâtre? Ce n'est pas le même génie littéraire. Moi, par exemple, je reconnais, je suis une poétesse, parce que j'aime la poésie, parce que ça me donne une liberté avec les mots. Mais écrire un roman, ça veut dire qu'il faut un début, il faut une fin, il faut un début. Enfin, il faut quand même une suite logique. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un poète qui écrit ce qu'il a envie d'écrire et qui, après, est influencé par sa société, par ce qu'il vit. Par exemple, par un chagrin d'amour, ou au contraire, par une déclaration d'amour, ou au contraire, parce qu'il a, par exemple, aujourd'hui, un coup de deuil à dire ou à faire. Donc, et quand vous écrivez l'inspiration, moi, personnellement, je n'aime pas quand c'est forcé. Le travail trop acharné, peut-être des fois ça cache aussi le fait que vous n'avez pas de style propre et que vous n'avez pas trouvé encore votre style à vous propre. Il y en a qui vont dire je vais faire du. Ce n'est pas comme ça que ça se passe l'écriture. C'est d'abord imposer votre propre style. Et là, c'est bien la question de justement, quand j'écris mon propre style, est-ce que mon style va plaire aux autres? Là, d'abord, vous partagez ces écrits avec vos professeurs, avec vos amis, avec tous ceux qui sont autour de vous. Moi, j'ai commencé avec ma mère. C'est ma mère qui lisait mes poèmes pour me dire, parce que le génie littéraire, ce n'est pas lui qui s'auto-déclare génie. C'est un réseau, un groupe qui dit, toi, ce que tu fais, j'aime. Et donc, ce sont les autres qui vous déclarent génie, et pas vous-même. Donc, Victor Hugo, il ne s'est pas levé un matin pour dire, je suis un génie, non. C'est de voir que, bon, il est là, il a duré dans le temps. Bon, on a dit, c'est un génie, mais un génie pourquoi? Parce qu'il a aussi un réseau. Et en parlant de génie littéraire, c'est quoi un génie? On parle aussi, est-ce que le génie littéraire est que masculin ou féminin? Parce que la femme, pour qu'elle soit génie littéraire, est-ce qu'on connaît Victor Hugo, on connaît Baudelaire, on connaît tout le monde, mais est-ce qu'on peut citer une femme écrivaine de cette époque? Il faut se souvenir à l'époque que les femmes écrivaines, elles étaient décriées, elles étaient critiquées. Quand une femme disait je vais écrire, elles étaient même obligées, comme Georges Sand, de prendre un nom d'homme. Parce qu'elle n'osait pas dire, moi, femme, je vais écrire. On les critiquait. On les dit, mais toi, c'est un réseau d'hommes, c'est un milieu d'hommes, mais va t'occuper de ta cuisine, va t'occuper de tes marmots. Et là, même encore aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de femmes écrivains, il y a plus d'hommes qui est publié que de femmes, quand vous allez dans les maisons d'édition. Parce que ça demande aussi du temps. Ça demande aussi d'être au calme. Et donc, du coup, quand la femme, elle est submergée par les tâches ménagères, par le bébé, par ceci, par cela, est-ce qu'elle a le temps d'écrire? Après, il y a la tournée littéraire. Il faut vendre son livre. Aujourd'hui, si vous dites, bon, moi, je dois, par exemple, venir passer toute une journée au centre culturel, et que votre mari vous dit, moi, il y a le bébé qui est là, qui pleure, moi, je ne vais pas m'occuper de lui, c'est toi qui dois lui donner la tétée, comment tu vas faire? Il y a aussi d'autres questions. Comme on parle d'un génie littéraire, on parle aussi qui est influencé par la vie d'un auteur. Il faut connaître la vie d'un auteur pour savoir, mais pourquoi est-ce que, comme Gianni Minac, il a parlé du milieu ouvrier. Et un romancier, il doit faire aussi des enquêtes et des recherches. Parce que c'est un roman. C'est pas comme un poème. Un poème, bon, c'est 3-4 lignes. Bon, si c'est bien écrit aussi, hein, parce qu'il ne faut pas aussi sous-estimer le style, mais le style littéraire n'est pas la même chose qu'un roman. Un roman, si par exemple vous devez faire un roman, par exemple sur le poison, mais il faut connaître aussi comment ça se passe le poison, il faut donc faire des enquêtes avec les médecins, pour que le roman soit quand même un peu réaliste. Sinon les gens qui vont lire, ils vont dire mais ça c'est comment? Le roman, il dit voilà, la femme elle est empoisonnée, puis 2 pages plus tard, elle se réveille comme ça, on ne sait même pas comment elle a fait pour se réveiller, ça n'a pas de suite logique, etc. Et puis, donc il y a tout ça. Donc écrire un roman, c'est pas la même chose qu'écrire un poème. Le génie littéraire, il s'exprime à partir de votre personnalité, de vos envies. Et ce n'est pas aussi dire je vais faire quelque chose pour les autres pour que ça se vende. On parle par exemple de la poésie. Moi je reconnais, la poésie, ce n'est pas toutes les maisons d'édition qui publient parce qu'ils disent que personne n'achète. Mais par contre, tout le monde fait les romans, parce que les romans, ça parle plus aux gens.
Mais aussi, les romans qui ont marqué le temps, ce sont des romans qui ont été écrits comme des vers, comme des poèmes. Alors que les romans d'aujourd'hui n'ont pas la même musicalité dans les mots. Si vous lisez les romans de l'époque, vous lisez Victor Hugo, vous dites mais tiens, il y a la musicalité dans les mots, on dirait qu'ils font des vers et des vers et des vers, ça se répond, etc. Bon. Il y a quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, le romancier va te dire aujourd'hui je me suis levé, Samba a dit bonjour, point. Il part à la ligne, Léna est venue, a dit voilà, je vais manger du tchéboudienne, le tchéboudienne est prêt, point. Alors que les romanciers de l'époque qui ont marqué le temps, c'était des longues phrases, comme des vers. On parle de la religion, mais ce sont des versets, des vers. Quand vous lisez le Coran, quand vous lisez la Bible, ce sont des vers. C'est de la poésie en réalité. Dieu nous parle en poème. C'est pour ça que certains qui n'ont pas cet esprit disent « mais on ne comprend pas ce qui est écrit ». C'est de la poésie, c'est imagé. Et donc du coup, pour comprendre les paroles de Dieu, il faut avoir un peu de culture, être un peu élevé. Mais si tu lis basiquement, tu risques de faire des mauvaises interprétations. Donc c'est pour ça qu'on dit quand on interprète, il faut connaître le contexte, il faut savoir quel est le genre littéraire et savoir comment la personne nous parle. Et aussi, en quelques mots, bon, j'ai parlé des femmes, j'ai parlé de ce génie littéraire, je parle aussi du travail qu'un auteur doit faire, où je dis toujours il faut oser. Parce que c'est aussi la vente, la commercialisation qui fait qu'un auteur a plus de succès qu'un autre. Et ça demande aussi un autre travail à faire sur soi-même, intégrer un réseau, avoir des connexions, avoir des amis. Et donc ça veut dire aussi, d'abord, l'objectif c'est d'être publié. Et pour être publié, c'est difficile. Mais quand vous êtes rentré dans le circuit, c'est beaucoup plus facile. Mais au début, avant de rentrer, les gens vont se demander, mais est-ce que le gars il a du talent? Ou est-ce que la fille a du talent? Qu'est-ce qui va faire qu'elle a quelque chose de plus que les autres? Et en art, c'est très difficile de juger. Même quand on est jury, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire quelqu'un, ton écrit ne me parle pas, et puis demain, on va dire qu'il est prix Nobel de la paix. Ou bien prix Nobel de littérature, parce qu'il y a des écrivains qu'au début, on ne voulait pas, mais que maintenant, tout le monde adore. Pourquoi, quand, comment? C'est ça aussi qui fait qu'on peut marquer un temps, et puis finalement, c'est des fois une histoire de mode. Hein. La personne là, elle est arrivée au bon moment. Ça, c'était le moment d'en parler. Donc tout le monde s'est rué dessus pour connaître ce qui se passe. Après, il y en a d'autres, moi c'est comme mon cas. Moi, les livres que j'ai publiés maintenant qui a du succès, mais il y a 10 ans, personne ne voulait le publier. Et j'ai été refusée par toutes les maisons d'édition de France. Je suis venue au Sénégal, je me suis auto-publiée. C'est après, quand ils ont vu que ça marchait, que la maison d'édition est venue me dire bon, maintenant on te signe. Mais c'est moi qui me suis auto-publiée. Pour vous dire que si j'étais restée sur un échec pour dire bon, ce que j'ai écrit ce n'est pas bon, ben, je n'aurais jamais été ici avec vous. Et quand ils ont vu qu'il y avait un public qui était là, qui achetait, c'est là que la maison d'édition a dit bon, le risque commercial est beaucoup moins grand. Même si c'est de la poésie et que personne n'achète. D'habitude, parce que pour acheter de la poésie, il faut aussi, et c'est là qu'il est important, la culture littéraire. On ne lit pas de la poésie comme on lit un roman. Bon, voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Et comme vous avez des auteurs devant vous, c'est bien de savoir comment est-ce que chacun écrit finalement, puisqu'on a tous un peu un génie quelque part littéraire, une idée, mais vous verrez que nos méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Moi, par exemple, je travaille la nuit. Madame, elle, la nuit, elle doit dormir. Donc, elle va dire, bon, moi, je vais travailler peut-être le matin. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, bon, moi, j'attends que l'inspiration me vienne. Mais comment est-ce que tu es sûr que l'inspiration va venir de 8h à 16h? Donc, il y en a d'autres qui vont dire, bon... Et c'est là que je vous dis, en réalité, on peut vous donner des conseils, mais c'est vous-même, futur écrivain, qui pouvez savoir quel genre d'écrivain demain vous serez. Et donc, il faut oser. Il faut écrire. Il faut faire lire vos écrits, il faut accepter la critique aussi. Et puis, c'est les autres qui vous diront même le genre de littéraire que vous êtes. Parce que quand on parle de style littéraire, moi au début, je ne comprenais pas. Parce que quand tu es jeune écrivain, donc tu écris, et puis tu ne penses pas à toutes ces questions derrière. Mais ce sont les experts, les anciens, comme on dit, ceux qui ont plus d'expérience, qui vont dire, mais... Et ceux qui ont de l'aise, et ceux qui sont très, très, très doués, peuvent même reconnaître un auteur à son style littéraire. Par exemple, madame, elle a écrit un livre, si je cache son nom et que je donne à quelqu'un d'autre, ah, mais ça, c'est le style de madame telle. Parce
que la façon qu'elle s'exprime, on dirait que c'est le style de texte. C'est comme ça des fois qu'on reconnaît les plagiats. On dit, mais toi là, est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Et l'élève ne comprend pas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, entre un modérateur qui a une culture littéraire immense et des panélistes aussi éloquents les uns que les autres, quand vous parlez en dernière position, c'est comme si vous étiez un peu l'agneau du sacrifice. Personnellement, je ne sais pas quoi dire après ces pertinentes interventions, mais on va essayer quand même de dire quelque chose. Moi-même, monsieur le modérateur, vous avez parfaitement raison lors de votre introduction de parler du mystère du langage. Parce que bien évidemment, il y a quelque chose de mystérieux dans l'acte d'écrire. Et je pense que la capacité de l'homme à coucher des mots sur une surface est sans doute l'un des plus grands miracles. Et parlant du mystère du langage, il y a Victor Hugo qui nous dit « Le mot, qu'on le sache, est un être vivant. C'est que présent partout, n'est caché sous les langues. Le mot tient le globe sous ses pieds et l'a servi. Il est vie, esprit, germe, ouragan, vertu, feu. Car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu. » Donc, dès le départ, lorsque vous associez mystère, Dieu et écriture, je trouve ça très pertinent. D'autant plus qu'il y a Amélie Nothomb, écrivain que vous connaissez, qui dit aussi que l'écriture, c'est le passage de l'indicible au disciple. Et ce passage-là, il dit que c'est quelque chose de mystérieux. Donc, je pense que c'est ce mystère-là qui fait que, depuis toujours, les écrivains ont eu, ou ont semblé avoir, un statut supérieur, comme si, en quelque sorte, ils étaient différents des autres. Parlant du poète, par exemple, Victor Hugo écrit que lui seul a le front éclairé. Donc, c'est comme si le simple fait d'écrire avait quelque chose de mystérieux qui propulsait l'écrivain au-dessus du commun des mortels. Et c'est pourquoi nous parlons généralement d'inspiration, parce que l'inspiration ne s'empare pas de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'être inspiré. Mais justement, qu'est-ce que l'inspiration? Quelle signification on peut donner à ce mot? Alors, j'allais chercher dans le dictionnaire et dans son sens didactique, l'inspiration est définie comme un souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. Puis, dans un second sens, on dit que c'est un souffle créateur qui anime les artistes. Donc, dans les deux significations, il y a l'idée de souffle. Et si on cherche aussi à trouver une signification au mot souffle, le mot souffle est aussi chimérique que le mot inspiration. C'est un mot flou, vague et imprécis, auquel on ne peut pas donner une signification exacte. Et ça ne nous permet pas également de saisir le sens véritable du mot inspiration. Et c'est sans doute ce qui a poussé un écrivain comme Jean Anouilh, auteur de la pièce de théâtre Antigone, que vous connaissez, à dire que l'inspiration, c'est une invention des gens qui n'ont rien créé. Et que l'inspiration, c'est une invention des gens qui n'ont rien créé. Qui n'ont rien créé. Nous entretenons la légende pour nous faire valoir, mais entre nous, c'est un bluff. Et que l'inspiration, ça n'existe pas. Alors, mais quand même, il faudrait que nous mettions une signification au mot inspiration pour pouvoir avancer dans notre réflexion. Et là, à la question de savoir qu'est-ce qui vous inspire, on verra que les auteurs ont des réponses aussi variées les unes que les autres. La femme, les yeux d'une femme, le ciel, la mer, le fleuve, la nuit, le vent, tout peut être une réponse justement à la question qu'est-ce qui vous inspire. Mais à toutes ces réponses-là, on va s'arrêter sur quelques-unes. D'abord, présenter l'inspiration comme un dédoublement de personnalité. Parce que l'auteur ne choisit pas d'être inspiré. L'inspiration se saisit de nous. Et c'est comme si on avait
une autre personne au fond de nous qui nous dictait les mots qu'on écrit. C'est pourquoi je parle de dédoublement de personnalité. Et sur ce, lorsque vous lisez Jean-Paul Sartre dans les mots, il dit que si l'inspiration c'est être autre que soi, au plus profond de soi-même, autre que soi, au plus profond de soi-même, j'ai connu l'inspiration entre 7 et 8 ans. Donc, cet autre que soi, au plus profond de soi-même, c'est comme si en réalité l'auteur avait une autre personne en lui. Chez certains auteurs d'ailleurs, cette inspiration-là se manifeste comme une sorte de transe. Khalima Akda, nous dirait Cheikh Moussaka. Donc, au-delà de ce développement de personnalité, il y a le rêve. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que le rêve, c'est un moment d'inspiration et qui s'inspirent de leur rêve ou qui décrivent leur rêve, un peu comme les surréalistes. Et en parlant du surréalisme, dans le manifeste du surréalisme, il y a André Breton qui nous dit que le poète Saint-Paul Lourd, lorsqu'il allait dormir, il plaçait sur son écriteau, il plaçait au-dessus de son lit un écriteau sur lequel on pouvait lire le poète travaille. Non, il n'y a rien d'autre. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pendant le sommeil que ce poète-là trouve son inspiration. Donc, nous avons aussi le rêve. Et en dernier lieu, peut-être parler aussi de Dieu, l'inspiration divine. Comme le paradis, par exemple, auteur de mélodie divine. Lui, il se dit être inspiré par Dieu. Il y a d'autres auteurs, d'autres poètes qui disent être en contact avec le divin. Le poète a toujours eu cette prétention-là d'être un être supérieur. Même dans les contemplations, il y a Victorino qui dit Dieu dit, j'ai guidé. Dieu parle à voix basse à son âme dans fonction du poète. Donc, le poète inspiré par Dieu, qui entend le souffle divin, c'est également une source d'inspiration. Mais quand même, comme beaucoup l'ont dit tout à l'heure, on va bien sûr admettre que l'inspiration seule ne suffit pas. Si aujourd'hui on est en train de citer des auteurs et des passages de livres qu'on a écrits il y a 2 siècles avant, c'est parce que ce sont justement des auteurs qui ont sué, qui ont transpiré, qui ont travaillé leurs œuvres. Tout à l'heure, Madame Fatimata a parlé de Flaubert et de l'épreuve du gueuloir. C'est très intéressant parce que Flaubert est un maniaque du style. Voilà. Roland Barthes a même écrit que Flaubert a passé toute sa vie à faire des phrases. Toute sa vie. Donc, l'épreuve du gueuloir, c'est intéressant parce que Flaubert fait passer sa phrase à plusieurs étapes. La première étape, c'est l'écriture. Écrire, effacer, raturer, tout ça. Et lorsque vous prenez Madame Bovary par exemple, on a 450 feuillets, mais ces 450 feuillets ne sont rien comparés aux 4500 pages que Flaubert n'a pas publiées et qui ont juste servi de bouillon. Donc vous voyez que celui-là est dans l'effort et dans le travail. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le solitaire de Croisset, parce que ce genre de travail-là, si vous vous y consacrez, vous êtes un peu coupé du reste du monde. Vous vous séquestrez vous-même. Mais la séquestration chez Flaubert, c'est une recherche de style. Ce n'est pas comme chez Proust, où la séquestration, c'est l'obtention d'un volume du livre. Donc, après ces corrections et tout ça, vous avez le gueuloir. Et le gueuloir, c'est lire le texte à haute voix. Madame l'a dit tout à l'heure d'une façon très admirable. Et lorsque le texte nous empêche de respirer correctement, ça veut dire que la phrase n'est pas bonne. Il faut donc recommencer. Et après cette épreuve du gueuloir, il y a aussi la lecture à ses amis. Il ne lit pas le texte que pour lui-même. Après ça, il invite ses amis, Bouillet par exemple, et il leur fait des lectures de ses œuvres. Ça, c'est la troisième étape. Donc, vous voyez qu'il y a la patience qui accompagne cet acte d'écriture, ce travail. C'est pourquoi Boileau nous dit de nous hâter lentement
justement. Il y a Flaubert, mais il y a aussi un autre grand romancier du 19e siècle, Balzac, qui est également, j'ai dit tout à l'heure, un maniaque du style. Sur Balzac, je dirais un bourreau du travail. Un bourreau du travail. Balzac se couche à 20h et sa servante le réveille à minuit. Et vêtu de son cachemire et tout, il se met sur sa table de travail. Vous avez 6 bougies, un encrier et des plumes de corbeau, et c'est 8 heures de travail qu'il enchaîne. Et après cela, il va encore se coucher et reprend le cycle le lendemain. Donc on ne s'étonne pas lorsque on a des auteurs comme ça qui disent vouloir concurrencer l'état civil, qui créent plus de 4000 personnages. C'est seul le travail qui peut faire ça. Donc l'inspiration, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, ça existe. C'est quelque chose de chimérique, d'indicible. On ne peut pas lui donner une signification exacte. Mais je pense que ce qui fait surtout la grandeur des écrivains, c'est le travail, le sens du travail. Et il faudrait qu'on dise cela très ouvertement. Et je vais terminer par cette assertion, non pas d'un littéraire, mais d'un scientifique, pionnier de l'électricité et inventeur du cinéma, Thomas Edison, qui dit que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Voilà. Dire que, véritablement, c'est le travail qui prime sur tout. Voilà. Georges Monod. Pour lui, dans l'anthologie de la poésie française, le poète est celui qui crée à chaque fois un univers de plus. Quand on fait faire ça, on est poète. C'est ça ma condition. C'est cela ma condition. Autre chose, moi je fais comme Bouki. Bouki, quel que ne combat d'elle, soit pour pas faire des mecs. Bouki, le mot que moi je ne peux pas faire la barre. C'est une règle. Moi, je suis comme Bouki dans ma démarche. L'inspiration, je ne sais pas. Pour moi, l'inspiration, c'est la femme. Très pratique. L'inspiration, c'est la femme. Si je suis devenu poète, c'est grâce aux femmes. Ça ne m'intéressait pas. Je n'étais pas poète. Et jusqu'à présent, les gens m'ont dit, parce que j'écrivais pour moi-même d'abord, et pour ces filles qui sont devenues femmes maintenant. Ah oui. Et c'est clair. Et je rends hommage à André Malikia, qui m'invitait souvent à la FASTEF pour faire des séances d'écriture avec les profs de l'art. Parce qu'il fallait comprendre la pensée de Senghor. Et là, je remercie Senghor. C'est grâce à lui que je suis devenu poète. Parce que j'ai tellement lu Senghor, mais quand j'ai déposé mon premier manuscrit, au niveau de l'association des écrivains du Sénégal, on me l'a retourné comme note. Tout a été bien écrit et bien dit par Senghor et Césaire. Mais ce que les gens oublient, la femme de Césaire, la femme de Senghor, c'est pas la femme que j'aime bien. Femme lui, femme noire, de tout à bleu qui est vie, mais j'aime bien. Et quand je chante Yassou, c'est autre chose. Quand je chante la peine, c'est autre chose. Senghor disait, je ne sais à quel temps. Je confonds l'enfance et l'Éden comme je mets la mort et la vie au bout de tout son livre. Senghor nee na xaw ma kañ la woon xamatuma kañ la woon damay jaawale mu ne ak ajandi dunya li may boolee teer ñoom ñi bànneex toog seen diggante. Donc je revenais de Fawe, l'État a réveillé la tombe solennelle comme le l'a sacré la fontaine. Fawe yi ca bàmmeel bu mag ba laa détenu ji woon mais il devait y être les tout ici. L'étoile du matin vient s'asseoir par nous et nous pleure à nous dévisser. Senghor nee na ñu teewul fa leen fekk lu bul suñu wet di ko jooy jooy yi am. Et c'est de là
je suis parti pour traduire ces poèmes qu'on a rejetés et les gens ont acceptés. Mais je suis très content qu'on parle de bilinguisme dans nos établissements scolaires. Maintenant, je ne chante plus les femmes. Je suis un peu vieux. Maintenant, je chante les enfants. Et c'est là où je vais terminer. J'avais un élève très brillant, comme Esther en Cameroun. Un jour, on m'a déclaré qu'il est parti. Il s'appelait Yongo. Yongo, tu étais là parmi nous en ce lundi d'octobre 1980. C'était la vie. Le paysage était partout verdoyant, dans le bel casquette Massa. C'était tout cela. Tu vivais pleinement ta tendre jeunesse en apprenant la langue de Molière. C'était plus que la vie. 4 ans après, la vie commença à s'effriter. Depuis ce jour, première et dernière étape, la vie prend le chemin de la mort. Mais Yongo, tu préféreras retourner au bercail pour rendre l'âme à Diane Malabi, où tu reposes désormais dans son jardin. La vie rencontre. Nous ne chanterons plus avec toi Kedo ni cigare, mais tu ne mourras jamais, jamais dans le souvenir de ton maître et dans celui de tes camarades de classe, comme d'école. Mais plein, et vous faites un peu du tout à l'agréable, moi je chante. J'étais profondément fasciné par une jeune femme belle, dont des belles du fleuve, comme la lumière qui l'éditionne la nuit. C'était un soir, tout près du fleuve, était dans le Wallon. Cette beauté étrange répand tout l'amour, et dans tout mon cœur, et dans tout mon corps, comme le fleuve répand ses eaux dans le Wallon profond. Depuis cette rencontre, mon cœur, ce cœur de vie que nous serons encore, dans des belles du fleuve. Jant bi soo ci tàkk jate ca waaw jóg ma bëgg nga jëlee suma kanam taaram bi kéemaan ndeysaan muy yéemu di yéemu muy ma seen bëggeel suma biir xol muy law sama biir yaram nii ndoxum dem kii wala ngaa ne biir tool yi gaa ñi kenn ba léegi suma xol di jóg di ndox soro ak jongo ba ba ca tàkk. And now I'm like dying. Little bones and single. Said it now, I'm like dying. Little bones and single. Little bones and single. Said it now, I'm like dying. Avec l'intelligence tient vraiment des relations privilégiées. C'est pas le moment de développer là-dessus, mais bon, voilà, c'est toujours un honneur quand on nous fait confiance, surtout par rapport à des activités d'une haute dimension intellectuelle. Donc, j'ai intégré le jury depuis la salle pour la première édition, et à la deuxième, j'ai été nommé président du jury, et ce n'est pas petit quand même. Alors cela dit, évidemment le thème, comme les intervenants l'ont insinué,
c'est un thème d'une extrême gravité. Et donc, moi je ne m'étais pas préparé à elle. Mais je voudrais tout simplement dire que si on fait la synthèse de l'ensemble de vos interventions, on va se rendre compte finalement qu'il y a une parfaite complémentarité entre inspiration et génie, quoi. Mais que véritablement les écrivains qui sont restés et qui le resteront toujours, ils sont ceux qui le mieux travaillent. Je pense que cette idée est vraiment la partager. Alors cela dit, pour vraiment aller très vite, moi il y a une pensée de Paul Valéry qui me revient obstinément en tête et sur laquelle je voulais qu'on réfléchisse ensemble, parce que ça recoupe parfaitement la problématique qui est posée sur la table. Il dit ceci: il n'y a pas d'œuvre achevée, il n'y a que des œuvres abandonnées. Voilà, je vous laisse réfléchir. Merci. Merci. Je profite de la proximité pour saisir le micro, pour vous féliciter, vous, les panélistes. Remercier d'abord l'association Parlons Poésie, parce que des matinées comme ça, on en a très peu. Et ce qui fait que ça nourrit la littérature au Sénégal. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Félicitations Farah et les membres du collectif. Je ne vais pas prendre le micro, mais c'est juste qu'un thème pareil interpelle tout le monde. Et il y a tellement de définitions convexes et qui sont, j'emprunte le mot aussi de Wally, complémentaires simplement. Parce que chacun a sa définition et que sa définition est valable. Et si nous restons au Sénégal, je parle du Sénégal, camper ce thème, le génie et le travail. Moi, je suis de ceux qui pensent que le génie est presque partout chez les écrivains. À degré moindre, bien entendu. Mais c'est le travail qui fait ressortir ce génie-là. Je prends l'exemple d'un auteur qui est tellement magnifique avec Parlons Poésie, qui est Ibrahim Hassan. Je ne sais pas si certains ici dans la salle ont lu. Je ne citerai pas les autres qui sont dans d'autres contrées, mais je reste ici au Sénégal pour parler de lui. Pour dire que lui, c'est un génie. Et je l'affirme. Et je le confirme aussi. Parce qu'il est rare de rencontrer un écrivain comme Ibrahim Hassan. Très rare. Parce que je ne voulais pas trop en parler, parce que certains ne l'ont pas lu, ne pourront pas faire de correspondance par rapport à ce que je raconte. Mais allez rencontrer Ibrahim Hassan, vous allez comprendre. Parce que le génie, à mon avis, c'est avec quelque chose qui nous accompagne, qui est là, même à la naissance. Il est là. C'est bien sûr, c'est le travail qui le fait aller, qui le fait émerger vers la surface. Et c'est ça qui fait la différence des écrivains actuellement, même au Sénégal. On peut travailler 24 heures sur 24 et fouler une œuvre qu'on ne lit même pas. Franchement. Et quelqu'un qui travaille 2 heures, il vous fait une œuvre extraordinaire, parce que simplement le génie est là. Il faut que nous fassions un peu attention par rapport à ces définitions que nous importons, parce que nous savons les différences. Nous sommes combien d'écrivains au Sénégal? Beaucoup. Je suis de ceux qui ne veulent pas classer les écrivains, parce que simplement, dans chaque écriture, il y a une substance qu'on peut relever. Mais nos différences, nous, c'est ce génie avec tout ce travail. Il faut qu'on travaille, mais le génie, il est propre en chacun de nous. Merci de toutes les salutations, du plaisir que j'ai à retrouver parmi les animateurs de ce panel, des enseignants. Parce que parler de génie, parler de littérature et de poésie, c'est aussi parce qu'il y a l'intermédiation des enseignants qui aident le grand public, nos élèves, à comprendre ces œuvres
qui sont les produits de nos génies, bien nos génies. D'accord avec l'éditeur énorme, un grand poète, romancier, modèle, sur ce qu'il appelle en fait, c'est un don de génie. Si on compare avec d'autres domaines de la création artistique, tout le monde n'est pas musicien qui veut. Au départ, il faut que vous ayez une voix. C'est cette voix qui est très différente, que vous allez amplifier, comme l'a dit Claudette, vous allez la faire sortir, jaillir de vous. Mais je dis peut-être que vous-même déjà, l'artiste, vous êtes la rencontre de plusieurs courants. Il y a l'hérédité, il y a ce que vous avez fait dans votre vie, il y a vos lectures, vos fréquentations, les auteurs que vous aimez ou les chanteurs que vous aimez, les musiciens que vous aimez. Et puis je dirais qu'il y a un élément qui est important aussi, c'est le contexte dans lequel vous avez émergé. Ce contexte-là a forcément un impact sur vous. Parce que le poète, l'écrivain, est comme il a dit un des grands, un écho sonore. Il est poreux à tous les vents du monde, mais il est là comme lien entre ce monde-là dans lequel nous marchons comme des aveugles et nous ne voyons pas certaines choses. Hugo l'a dit, la fonction du poète, c'est ça, de nous permettre de voir dans cette nuit, parce qu'il est un inspiré de Dieu, parce que Dieu lui a donné des talents pour pouvoir le faire. C'est comme les prophètes dans les grandes religions. Mais dans tout ça, vous l'avez dit, il faut le travail. Et les prophètes, comme les écrivains, les artistes, ce sont des gens qui savent endurer, qui savent intérioriser, qui savent laisser mûrir en eux ce qui va donner, comme l'a dit Baudelaire, de l'or. Il y a de la boue quelque part. C'est pas beau. Comment il s'appelle? Stendhal l'a dit. Le miroir que nous promenons dans les rues nous renvoie des choses qui ne sont pas belles, mais qu'est-ce que nous en faisons? De grandes œuvres, de grands romans. Je pense qu'aujourd'hui, la littérature sénégalaise, on peut en être fier. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'écrire, qui écrivent, mais vous l'avez tous dit, il faut que nous, les anciens, et ceux qui ont déjà produit 2, 3 œuvres comme pas, tout ça, aident les plus jeunes. C'est pour ça que nous voulons aussi des ateliers d'écriture pour accompagner ces jeunes-là et qu'ils soient conscients que ce qu'ils auront fait comme travail au Sénégal, c'est pour le monde entier, c'est pour les autres jeunes. On est dans la mondialisation et qu'on a le devoir de produire de la qualité. Je pense que l'enseignante à la retraite aussi. J'adore la lecture, mais je suis heureuse quand je vois un texte bien travaillé. Voilà, merci. Je me suis permis de prendre le micro de force dans le combat en vue de me suis conféré. Je me suis conféré, c'est pourquoi on sait pourquoi tu parles de poésie. Parce qu'en fait, j'ai participé à l'émergence collective. Et j'en suis fier. J'en suis fier quand je lis Farayay. J'en suis fier quand je lis Bamoussa. J'en suis fier quand les membres de ce collectif sont souvent champions du Sénégal de slam et de poésie. Parce qu'en tant qu'éditeur, je leur fais confiance. Au moment où je cherche les éditeurs pour partir au Sénégal, je leur ai ouvert la porte de ma maison et je suis avec les jeunes. Je me rappelle Farah, que c'est moi-même qui ai proposé le titre de Cris et d'encre. Je pense que le premier recueil, le nom c'était juste Parlons poésie. Après avoir lu le recueil qui est à Farah, je pense qu'il serait mieux de vous l'appeler de Cris et d'encre. Donc, c'est pour cela quand même je ne peux pas rater un événement de poésie. L'année dernière, j'étais avec eux à Saint-Louis. Je pense que cette année, j'étais à Kodo, dans un pays serré, avec elle. En tant que Diola, je me permets de le faire. En fait, moi, je ne sais pas d'où vient l'inspiration. Mais il m'arrive de fréquenter des hommes de Dieu.
J'ai fréquenté un grand soufi qui me disait que Dieu ne cesse de nous parler. Malheureusement, c'est les gens qui ne l'écoutent pas et qui n'ont pas la possibilité de l'entendre. Dans la rue, dans les carapis, dans les dégâts, Dieu nous parle. Et il me donne juste une petite illustration en me disant, quand tu veux aller quelque part, et que tu marches dans la rue et écoute ce que les gens disent, quelqu'un peut-être qui ne te connaît pas, qui ne parle pas à toi, dira à son enfant, bon, fais des mains, on me dit, comprends que tu ne dois pas y aller. Et moi, j'ai cru récemment et également dans fonction d'écrivain avec des vidéos. Je ne sais pas, j'ai tantôt en anglais, en livre, que je n'ai jamais écrit une seule phrase la nuit. Une seule phrase, je n'ai jamais écrit la nuit. Moi, je ne suis pas un homme de nuit, je suis un homme de jour. La nuit, je dors. La nuit, je dors, je prie. Mais je n'ai jamais écrit une seule ligne la nuit. J'ai un système, quand je dois écrire quelque chose, je travaille ça dans ma tête. Et je considère cela comme étant un accouchement. Un accouchement, on ne reporte pas ça. Dès que le travail commence, on le sait lorsque l'enfant naît. C'est comme ça moi que j'écris. Quand je commence un texte, je ne m'arrête lorsque le texte sera terminé. C'est quand j'ai eu l'idée de créer la série peut-être maléfique. J'ai pris une expérience de SAS. J'ai fait des recherches sur le terrorisme au Sahel et sur les éducations au niveau des États. J'ai sorti le premier volume en tant que Sitaka, il est épuisé par 2 éditions. Et on a pris le colonel m'agressé, jusqu'à présent, personne ne m'a agressé. Et ensuite, les larmes de Ouagadougou. Dans que Sitaka, je l'ai écrit en un seul mois. Les larmes de Ouagadougou également, je l'ai écrit en 2 mois. J'étais en accouchement, je ne suis pas une dame, mais je sais que dès que tu fais un jour, c'est terminé. Ça ne s'arrête pas. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et je me posais l'obligation de le faire parce que je ne suis pas convaincu que tu serais là cet après-midi parce que je ne rate jamais le temps d'attroupement, malheureusement. Et par exemple, je dis ce matin, là, moi, je me choisis à Dieu, mais c'est juste que le matin également, je ne pouvais pas venir et partager avec le collectif, et partager avec toutes ces personnes que j'aime beaucoup et qui me rendent bien ce panel. Merci beaucoup. Et merci. Approchez beaucoup. Bon, c'est Socrate. Ouais. Alors, j'avais noté plein de questions pour chacun des panélistes, mais bon, je pense que ce ne sera pas le dernier panel sur le thème, parce qu'il y aura un deuxième tome. Il faut qu'il y ait un tome de ce panel, parce que qui écrit, quoi écrire l'écriture et la société, la littérature sénégalaise, comme l'a dit Mme André-Marie. De ces éléments-là, il faut y revenir. Le rêve, comme l'a dit DMC, le réseau, le contexte, le travail, l'ensemble de ces éléments-là ont à peine été effleurés. Voilà qu'on a fait un peu plus d'1 heure de dialogue. Donc, nous allons faire un dernier tour de table. Il le faut. Un dernier tour de table synthétique pour que les panélistes fassent une synthèse, au moins une mini-synthèse de ce qu'ils avaient amené avant la programmation du tome 2. M. Kamara. Merci Mohamed. Je vais être très bref. Je ne voulais pas manquer quand même de revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Ablaye Fodé-Dione sur Ibrahima Sall. Si vous recherchez un génie, vous pouvez ne pas sortir de notre territoire. Parce que quand vous rencontrez Ibrahima Sall, vous pouvez évacuer après à vos occupations. Je vous dirais le génie. Alors, Ibrahima Sall, on a passé des heures et des heures chez Fodé.
On a discuté de la littérature, de tout, quoi, vraiment, de la création. Mais moi, je trouve que c'est un vrai génie. Donc, j'avais noté quelques points de la discipline. Je dois observer, par exemple, le génie. Oui, parce que parmi ces qui-là, il faut dormir. Il faut dormir assez, quoi. Au moins 8 heures de sommeil par jour. Et puis éviter la sédentarité, quoi. Il ne faut pas rester à la maison du matin au soir. Il faut sortir, vraiment pratiquer la marche. C'est une très bonne chose. Éviter la sédentarité. Et la procrastination. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que les idées peuvent vous échapper. Notez ça. C'est pourquoi il faut avoir un carnet de notes ou quelque chose comme ça, pour que les idées ne s'échappent pas. Ensuite, il faut aller vers les autres. Aller vers les autres. Quand on va vers les autres, ça développe notre mémoire aussi. Je parlerai aussi de l'intemporalité, parce que tous ces grands noms que vous avez cités ici, leurs œuvres sont décrites dans l'intemporalité, parce qu'ils ont travaillé pour ça. Ensuite, Absi m'a parlé tout à l'heure d'inspiration. Moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de nouvelles qui sont d'inspiration onirique. C'est-à-dire que c'est à partir de rêves. Depuis le temps où il n'y avait pas ces portables-là, moi je mettais toujours au chevet de mon lit une feuille de papier et un stylo. Alors, dès qu'on me souffler quelque chose, parce que c'est ça, hein, c'est le souffle divin. C'est le souffle divin. Ça, il ne faut pas vraiment. Moi, j'en ai vécu une expérience. Alors je posais la main sur la surface du papier, dans l'obscurité, hein, et je me mettais à écrire. Mon réveil, c'était comme ça, quoi. Mais je pouvais quand même déchiffrer ce que j'ai écrit. Alors c'est pour revenir surtout à Bernard Pivot, l'ancien animateur d'Apostrophe, qui disait que bon, en matière d'écriture, c'est la première phrase qui compte. Une fois que celle-ci est trouvée, et que ce soit la bonne phrase, toutes les autres phrases conviennent. J'en ai vécu l'expérience. Voilà. Merci pour cette synthèse, M. Camara. Nous allons donner la parole maintenant à Fatimata Dialmomba pour sa synthèse. La parole, j'ai été vraiment ravie d'écouter tout ce qui s'est dit ici et qui est tellement intéressant. Je crois qu'on aurait pu construire tellement de panels avec tout ce qui a été dit et qui était vraiment... J'aurais aimé que mes élèves soient là pour écouter tout ce qui a été dit et qui est un résumé de tous les cours que je fais sur la poésie finalement. Alors moi, si je dois donner une petite synthèse, je dirais que le mot poésie, qui est un mot formé du grec poiein, qui signifie fabriquer, construire, s'oppose un petit peu à l'idée qu'on se fait du poète qui est éthéré, qui reçoit un message, etc., etc. Si on rassemble ces deux aspects, on aura peut-être une idée de ce qui fait l'intérêt de la poésie. Il me semble, quant à moi, que être un génie, ça ne se décrète pas. Déjà, c'est une transpiration du monde, le génie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose et comme l'ont dit certains, on dit, voilà, il y a un génie qui est là, c'est Ibrahim Assad. Et là, tout le monde est d'accord. Pour moi, il faut plutôt s'occuper d'écrire une œuvre géniale. Écrire une œuvre géniale, ça c'est possible. Moi je sais que, personnellement, je ne deviendrai jamais un génie parce que je suis une femme. Je suis une femme et je n'écris que dans les interstices de la vie. Enfin, c'est ce que je dis, ça m'engage moi. Je ne le serai pas tant que je serai encore en activité. Et tant que j'aurai les enfants à m'occuper, les préoccupations, je ne suis pas fou. Les hommes, vous avez un avantage certain sur nous. Il y en a même un qui a dit tout à l'heure, j'accouche. Mais où on va là? Quand même les hommes accouchent, je ne sais pas s'ils savent ce qui est dans la douleur de l'accouchement. Hein? Quand tu dis j'accouche comme ça, de manière tout à fait... nous qui sommes passés par là, nous savons ce que ça veut dire, la douleur de l'accouchement. Et je sais
aucune œuvre au monde n'égalera la souffrance d'une femme sur la table d'accouchement. Même pas les accouchements de Socrate. Mais je dirais vraiment, il faut que nous nous attachions à fabriquer des œuvres géniales et pas forcément à être des génies. Faire une œuvre géniale, c'est effectivement, c'est travailler à partir, bien sûr, de ce qui vous a été donné comme talent, mais il y a une forme de sophistication, de complexité de l'œuvre qui doit exister. C'est pour ça qu'on ne peut pas se lever un beau matin et dire « j'ai écrit quelque chose de génial, j'ai aligné quelques mots, ça sonne bien à mon oreille, il y a de la musique, allez hop, c'est génial ». Non, je pense qu'il faut plus que ça. Il faut d'abord écrire ce qu'on a à écrire et ensuite laisser reposer. Parce que le temps est le meilleur allié du génie. C'est le temps. Il faut que ça mûrisse, il faut que ça mature. Et puis le jour où vous allez revenir à cet ouvrage, quelquefois vous allez tout jeter. Combien de pages moi j'ai jeté, mais sans aucune pitié, en me disant mais c'est nul, qu'est-ce que j'ai honte d'avoir écrit ça. J'ai retrouvé des feuillets. Il n'y a pas très longtemps, à la faveur d'un déménagement, j'ai retrouvé un recueil de poèmes que j'ai écrit en 1982. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, je l'étais, mais j'étais assez jeune quand même. Je ne vais pas vous donner mon âge. 1982, mais quand je l'ai lu, bon, par nostalgie et tout, par conservatisme, je l'ai gardé, mais je ne le montrerai jamais à personne. J'ai imité Baudelaire, j'ai imité Hugo, j'ai imité Senghor, j'ai imité tout le monde. Il y avait tout le monde, il y avait toute une ménagerie là-dedans, sauf moi. Moi, je n'y étais pas. Par la suite, plus tard, je sais qu'aujourd'hui, il y a une façon d'écrire qui m'est propre, que j'arrive à identifier. D'ailleurs, quand j'ai lu un jour un texte sur Facebook où la personne m'avait emprunté des mots, c'était pas exact, mais je me suis reconnue. J'ai dit, là ça commence, je commence à avoir, ça commence à aller. Voilà, donc tout ça pour dire que je salue les muses de Lincoln, je salue Zeus et Mnemosyne qui nous ont créé, qui nous ont donné les Neufus, parce que tout ça c'est également de l'inspiration. Je salue également vraiment mon ami Jean. Jean, tu m'as ému tout à l'heure, parce qu'en t'entendant chanter, j'ai pensé à Laurence Gavron, Séeréer bu xees, loolu la ma doon wax man Séeréer bu xees là, et j'ai beaucoup pensé à elle, vraiment, et je pense qu'on peut lui dédier vraiment cette séance. Merci. Alors, je vais un peu réagir parce que le style est inné. Pour revenir un peu à ce style, je pense qu'il est inné. Mais le temps que nous ayons conscience de notre propre style, cela demande quand même un certain travail. Mais pourquoi est-ce que nous sommes attirés plus par certains mots et certaines sensations que d'autres? Ça, c'est propre à nous-mêmes. Et c'est ça qui fait la différence entre tous les écrivains. Chacun a son style qui lui est propre et qui est inné. Je rebondirai aussi sur le fait qu'une œuvre n'est jamais terminée. C'est vrai que nous, on a toujours tendance à modifier. Même quand c'est publié, on se dit, mais à la place de cette phrase-là, pourquoi je n'ai pas mis une autre phrase? Donc, pourquoi tel mot et pourquoi est-ce que j'ai mis le mot avant et pourquoi pas après? Donc, finalement, ce qui fait qu'un auteur, en réalité, avec un seul livre, a tellement de versions différentes. Et celle qui est publiée n'est pas forcément celle qui était au début. Et celle qui est publiée, des fois on se dit, mais j'aurais peut-être dû prendre telle ou telle version, pourquoi je n'ai pas choisi telle ou telle version? Et donc du coup, c'est toujours, disons, c'est jamais immuable. Ce qui rend immuable, c'est la publication, parce qu'une fois que c'est publié, bon, ça y est, c'est fait. Mais nous, en tant que créateurs, on se dit, on aurait toujours pu faire quelque chose, documenter telle ou telle chose, peut-être que j'aurais dû approfondir telle ou telle description, ou bien mettre tel ou tel adjectif, etc. Et je rebondirai aussi sur le fait donc, que, en tant que femme aussi, c'est important que les femmes écrivent. Parce que de ma propre expérience, quand j'étais en Casamance, quand on faisait les tournées littéraires, j'étais quasiment la seule femme écrivaine.
Les autres, elles disaient, moi, je suis à la maison, je m'occupe de l'enfant. Et donc, du coup, j'étais la seule, toujours entourée d'hommes. Et donc, du coup, quand la nature a ouvert du vide, forcément, les hommes se retrouvent toujours dans le train. Bon, ils étaient plus proches. Moi, je venais d'arriver comme un cheveu sur la soupe. On me dit, bon, voilà la nouvelle qui vient d'arriver, bienvenue dans la famille. Mais tous les autres fois, à 18h, tu dois aller faire le repas. Alors que c'est à 18h que les choses commencent. Donc, j'ai toujours tendance à dire, les femmes, là, quand vous partez faire le repas, c'est là que les hommes se retrouvent tous entre eux et commencent les vraies paroles. Donc moi maintenant quand j'entends la parole, je me dis attends, je vais rester pour savoir qu'est-ce que les hommes disent entre eux, que nous, quand on doit aller faire le repas, ils ne disent pas. Et en général, c'est à cette heure aussi qu'ils se répartissent même les rôles, les postes quoi. De toi, tu vas prendre la présidence, toi, tu vas prendre le vice-président, toi, les femmes sont où? Elles sont à la maison en train de préparer le repas. Et c'est eux-mêmes qui vous disent, allez préparer le repas et on se retrouve à la maison. Donc, pour vous dire que c'est encore un combat supplémentaire. En tant que notaire, je ne peux pas ne pas à chaque fois parler du combat des femmes et des violences faites aux femmes. Parce que jusqu'à présent, même dans les régions, on voit des mariages forcés, on voit des mariages arrangés, on voit des gamines de 17 ans qui abandonnent l'école, qui se retrouvent assis comme ça, à faire que le repas et à s'occuper de l'enfant, mais qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'avenir, et ça fait des problèmes. Donc, ça fait des problèmes parce qu'elles ne sont pas épanouies, elles ne sont pas heureuses, personnellement. Elles avaient l'espoir demain peut-être d'avoir un doctorat ou bien autre chose, et puis finalement, elles disent non, toi maintenant, aujourd'hui, tu es marié avec elle, maintenant tu t'assois et puis tu ne fais plus rien de la journée. Et ça crée des frustrations quand une femme n'est pas heureuse. On dit toujours que quand une femme est heureuse dans son mariage, le mari est content. Mais si la femme elle est frustrée, elle ne va pas vous laisser tranquille. Donc, du coup, bon, ça c'est encore une parenthèse, mais je dirais également en tant qu'écrivain, parce que bon, je suis poétesse, j'ai sorti 2 livres avec Armatan, mais j'avais déjà fait une autopublication avant. Et d'ailleurs, même je remercie même Waliba, qui a fait la préface donc, de Parlez-moi d'amour, qui est en vente avec les éditions Armatan, donc avec Chrysalide. Et puis il y avait 2 autres livres même que je devais sortir finalement. J'étais tellement occupée avec le notariat, je n'ai pas poursuivi, mais je dois les sortir. Pourtant, j'ai signé le contrat. Il n'y a que moi qu'on attend, le contrat d'édition. Mais, je pense qu'en gros, on parle de génie littéraire, je dirais toujours qu'il faut oser. Franchement, moi je dis que vous êtes jeunes, il y en a souvent certains qui aiment ou qui aimeraient être écrivains, ou qui ont déjà une petite ébauche de quelque chose. C'est avec le temps, quand vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, et puis à un certain moment, vous dites « Ah, mais j'ai écrit presque un livre. » Donc finalement, est-ce que je ne vais pas le publier? Après, ça demande un travail supplémentaire d'organisation d'idées. Mais je dis que le style est toujours inné. Après, c'est l'organisation d'idées, c'est la mise en page. Parce qu'on oublie un peu la mise en page. Moi, par exemple, quand je vous ai dit que mon livre avait été refusé, mais il a été refusé bêtement. C'est parce que j'avais fait un livre de 200 pages. Mais quand je l'ai coupé en 2, on l'a pris. J'ai compris, c'est parce qu'il était trop lourd, quoi. Donc, des fois, c'est des petits détails comme ça qu'avec l'expérience, les gens vont vous expliquer, vous dire, bon, pourquoi tu fais un livre de 300 pages? Essaye de faire un livre de 50 pages. Après, le reste, tu publies en 2 ou 3 fois. Ou bien, des fois, c'est une histoire juste de marketing, faire un livre, format livre de poche. Alors que moi, quand j'avais envoyé à la maison d'édition, ce n'était pas un format livre de poche. On m'a dit, le livre de poche, c'est ce qui est à la mode, tu le mets dans la pochette, tu le mets... Mais si vous... Et je comprends qu'aujourd'hui, si vous devez vous balader avec un livre comme ça de 200 pages, c'est pas pratique. Donc, il y a tous ces aspects aussi commerciaux qui entrent en ligne de compte. Et donc, voilà, je remercie le collectif, Parlons Poésie, merci pour l'invitation. Moi, je suis notaire à Sécu. Donc, j'étais venue pour l'Assemblée Générale des Notaires, je suis restée un peu pour toi, et pour vous tous, parce que, comme on dit, c'est la continuité aussi de la jeunesse. Moi, j'étais jeune comme vous, mais sauf que, et c'est là que je suis après, je manquais quand même d'encadrement, parce que j'étais seule. C'est quand je suis arrivée en Casamance, quand j'ai vu tous les travaux que les professeurs de français ont fait avec les jeunes élèves, j'étais étonnée et ébahie. Je me dis pourquoi je n'ai pas vécu ça. Parce que même si j'avais eu mon prof de français, j'étais au Mariste, au seul Marie de Halle, on avait un professeur de français, mais il n'y avait pas de club de littérature. Il n'y avait pas donc les cercles des poètes et tout ça, on ne les voyait pas. Donc j'étais isolée.
Et j'ai fait tout seul, moi-même, par ma propre volonté. Mais aujourd'hui, les jeunes, vous avez la chance d'être en collectif. Donc de vous réunir, d'échanger vos écrits, de discuter entre vous, de partager les choses que moi, je n'avais pas. Et puis, surtout les slameurs, je trouve que c'est une modernité, c'est la poésie qui est modernisée. Parce qu'à l'époque, quand on parle de poésie, on pense que c'est les vieux systèmes, mais maintenant, quand on voit les slams, avec le grand corps malade, avec les jeunes sénégalais comme vous, ça fait revivre la poésie qu'on pensait éteinte. Donc voilà, en quelques mots, je vous encourage et je vous remercie pour l'invitation. Merci à Fatimata, merci à Sali. Le style est inné, le génie littéraire existe, mais le véritable génie, c'est la femme. Si vous permettez. Alors, le temps file, hein, mais Farah rappelle qu'il y a un repas qu'on a préparé pour les serrères. Hein. Un repas est préparé qui sera servi après la prière. À partir de 15h ici, il y aura la présentation de Le Peuple de l'eau. Issa Damansar, qui a été primé l'année dernière au prix Ibrahima Sall du collectif Parlons Poésie. Grand-mère André-Marie Diagne a ordonné, c'est moi qui modèle, c'est ma grand-mère, c'est des ordres. Elle a ordonné 1 minute de silence à Laurence Gabou que vous venez de citer. Donc, merci d'observer cette minute de silence. Merci beaucoup. Alors, toutes les femmes sénégalaises, d'une manière générale, sont des génies. D'abord, grâce à leur féminité. Je ne dis pas féminité, j'ai bien dit féminité. Néologisme. Mais pour être plus sérieux, quand on parvient à associer toutes les tâches ménagères que vous avez décrites et tout le travail qui est fait au foyer, tout ça, à l'activité littéraire qui nécessite et seulement travail, endurance et ainsi de suite, c'est parce que véritablement on est un génie. Et notre littérature compte beaucoup de belles œuvres écrites par des femmes. La fileuse d'amour, j'aime bien cette nouvelle de Madame André-Marie Diagne, Rouge Silence, on a Sorna Benga, on a voilà, de grandes romancières qui ont réussi à écrire de belles œuvres malgré toutes ces contraintes-là que vous avez relevées. Et c'est ça qui fait d'elles justement des génies. Pour clore, je vais vous raconter une anecdote. C'est lorsque j'étais à l'université. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit, bon, je vais faire un peu de promenade. Et assis sur un banc aux côtés du pavillon A, l'inspiration m'est venue. J'ai fait un poème, comme ça, sur le coup. Ensuite, je suis resté assis sur le banc pendant plusieurs minutes ou heures, je ne sais plus. Après, je suis parti, je suis retourné dans ma chambre pour me coucher. Et lorsque je me suis couché, j'ai voulu relire mon texte. J'ai fait comme ça, je ne l'ai pas vu. J'avais pensé que je l'avais mis dans ma poche. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, je l'avais perdu. Je me suis levé pour réécrire le texte. Je n'ai pas pu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il était à peu près 2 h du matin. Je suis ressorti du pavillon A et j'étais là en train de chercher entre les bancs et tout ça une feuille. Et heureusement, je l'ai retrouvé. Et quand je l'ai retrouvé, c'est comme si j'avais ramassé 1 million en cash. Alors, ce texte-là, je l'avais finalement intitulé « À la recherche d'une oasis ». Et je vais terminer par vous déclamer ça.
Quand dans ce monde si éperdu je suis seul et que le vent du désespoir cingle ma face. Quand la chaude vie désertique me rend veule, l'espoir de voir un désert vital me tracasse. Quand lentement devant moi l'horizon s'efface et que j'avance à pas feutrés dans l'indécis. Quand dans mes vains efforts je vois surgir l'impasse, je dis l'oasis n'est ni ailleurs ni ici. Dans un vaste désert, j'erre comme un berbère, j'endure le fait pesant d'une flamme ardente, je hume l'âpreté de vent de poussière à la recherche d'une oasis consolante. Soudain, je l'aperçois, elle est là, devant moi. L'oasis avec ses grands palmiers et son eau claire. Je cours, je vole, mais ma joie n'est que précaire. C'est juste un mirage. Tout redevient quoi? Un grand chagrin lancinant me perce la chair, mais je dois reprendre ma quête de naguère. Peu importe les obstacles et précipices, je suis toujours à la recherche d'une oasis. Merci. Magnifique, ça relève vraiment de l'inspiration, du souffle, du souffle. Alors, merci à tous d'être restés jusqu'à cette heure, compte tenu des